Bonsoir Patricia Dembakelo, partagez le direct. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Rufin. Bonsoir l'ancien Flag. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue Mzonde. Bonsoir la sœur Boulot d'Afrique. Bonsoir Kimwad. Bonsoir Cédric. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir l'assistante combattante de d'Afrique. Beaucoup de courage à toi. Bonsoir Cédric. Il y a des choses à la famille. On est ensemble. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Isabelle. Partagez. On va commencer dans 2 minutes. Merci, Kim, alias Cédric. Merci, Kim, alias Cédric. Merci. Dans 2 minutes, je commence.
On va commencer parce que demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, partagez quand même pour ceux qui sont en retard. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Parce que vu que au Congo, il n'y a pas la vérité, vu que notre pays aujourd'hui, pour nous les Congolais, notre pays aujourd'hui est dans l'abîme, dans le mensonge, dans la cupidité, dans les antivaleurs, nous sommes obligés de parler parce que c'est quand même notre pays. C'est de là-bas que nous venons. C'est notre identité. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura jamais où il va. Donc on est obligé de se ressourcer tout le temps pour ne pas se perdre. Surtout que le monde aujourd'hui, c'est un monde qui va dans les critères identitaires, c'est-à-dire chacun veut repartir dans son originalité, c'est-à-dire dans ses origines, comme ici en France, on a maintenant des Zemmour, en Hongrie, on a des gouvernements de l'extrême droite au pouvoir, un peu en Autriche aussi, dans beaucoup de pays. Donc ça montre qu'aujourd'hui, le monde est dans une crise identitaire. Et nous, on est Congolais. On est Congolais en exil, on est à l'étranger. On ne sait pas, dans 10 ans, comment ça va se terminer cette affaire d'identité-là. Et pour cela, nous sommes obligés de ne pas oublier d'où nous venons. On ne sait jamais. Ce qu'on nous a donné ici, on peut le récupérer. C'est comme j'ai toujours rappelé que les Juifs en 1945 étaient allemands. Ils étaient polonais. Ils étaient russes. Ils étaient tous, les Juifs. Ils étaient là pendant des siècles et des siècles. Mais ça n'a pas empêché, en 1945, qu'ils soient déportés, qu'ils soient exterminés dans tous les pays européens. Tous les pays européens ont fait la chasse aux Juifs à un moment donné. Donc, pour éviter ce genre de choses, comme on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Nous devons penser à notre Congo natal. Parce que c'est là-bas que nous venons. Le jour que les choses vont changer ici, au moins on sait d'où on vient. Et il faut que nous repartons là-bas avec de retrouver un pays assis, apaisé, et qui est dans l'évolution. Pas aller retrouver des primitifs au pouvoir. Bonsoir, Monsieur Lenoir. Bonsoir, Herman Yoka. Bonsoir, Cédril. Donc voilà pourquoi je suis obligé de parler. Je vais parler ce soir parce que je suis un Haïti et j'ai comme l'impression que ce pays-là est tenu par les Haïtis. Donc je suis obligé de le dire. C'est aussi ça la vérité. Parce que s'il y aura une histoire demain qui sera écrite sur le Congo, il faut que tous les Congolais sachent qu'est-ce que les Haïtis et qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire du Congo. Notre part de responsabilité. Parce que nous avons été nourris, logés, véhiculés par les contribuables congolais. Nous avons tout eu soigné par l'argent des Congolais. Donc nous ne pouvons pas ignorer la souffrance de ce pays-là. Nous devons être plus touchés que les Congolais parce que nous avons bénéficié de l'argent des Congolais pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner et pour s'instruire. Donc nous devons tout à la nation congolaise. Voilà pourquoi je fais ce direct, pour rappeler aux Haïtiens ce que nous devons être dans cette société-là. Parce que nous avons été au commencement de la société congolaise. L'école des cadets a été créée en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est là où les Français se sont dit, vu qu'il nous a manqué des soldats bien formés, il faut que nous puissions créer. Nous avons eu des soldats congolais, africains, mais ils n'étaient pas bien formés. Mais cette fois-ci, on ne sait jamais s'il y aura une troisième guerre mondiale. Mais nous, il faut que nous ayons des soldats africains sous notre contrôle, mais bien formés, bien éduqués, bien formés et bien aguerris au combat. Voilà pourquoi ils ont créé l'école des cadets en 1946, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les premiers qui sont à l'école des cadets, c'était des gens bien formés. Les premiers qui sont à l'école des cadets, c'était des gens bien formés. Ils avaient fait le concours. Ils étaient parmi les meilleurs du Congo. On prenait, je crois, 30 à l'époque. Mais on ne prenait pas seulement des Congolais. On prenait toute l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique francophone.
Les meilleurs élèves, on faisait un concours, les meilleurs rentraient à l'école, ils étaient nourris, formés, et ils venaient avec un bagage intellectuel en Afrique pour que l'Afrique puisse avoir des bons soldats, des bons combattants et des bons intellectuels. Donc c'était une école vraiment d'élite des années 40, des années 46, 50, 60. Dans cette école-là est sorti beaucoup de chefs d'État. Les gens ignorent beaucoup que au Tchad, Félix Maloum, c'est un été. Il est sorti, il a eu le concours au Tchad, on l'a ramené au Congo, il avait peut-être 10 ans, 11 ans, il a fréquenté l'école militaire, il est parti en Europe pour faire sa formation, finir sa formation militaire, il est rentré au Tchad, il a commandé le Tchad. C'est l'un des meilleurs présidents tchadiens. Dans l'histoire du Tchad, il y a un été qu'on appelle Félix Maloum. Il connaît bien le Congo parce qu'il a vécu. Kamungé, le chef d'état-major plus populaire au Tchad, il était aussi un AET. Ils sont nombreux, je peux vous citer des gens. André Kolimba aussi a été AET. Ils sont tellement nombreux, des gens qui ont changé l'histoire de l'Afrique, des AET, qui ont changé l'histoire. Marien Ngouabi, un AET. Avant même Marien Ngouabi, Moussa Bakani, c'est un AET. Le premier chef d'état-major de la République du Congo, à l'époque de Youlou, c'est un AET. Nous savons. Lui-même, je ne sais pas s'il est mort aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce que Moussa Bakani nous a légué, parce qu'il n'a jamais écrit. Il a fait toute sa vie en prison. Moussa Bakani a fait toute sa vie en prison. Donc, dès que Youlou est tombé, toute la vie de Moussa Bakani qui a suivi, c'est liberté, 1 mois, 2 mois, 1 an, prison. On dit même que Youlou l'avait maudit. Toute la vie de Moussa Bakani, c'était la maison d'arrêt. Donc, on doit connaître tous les recoins de la maison d'arrêt, Moussa Bakani les connaît. C'est un arrêté, le premier chef d'état-major de l'armée congolaise. Celui qui a quitté, celui qui n'a pas voulu tirer sur les manifestants. Quand la République de Youlou a vacillé, paix à son âme alors. On m'apprend que l'ancien Moussa Bakani est mort. Donc, celui qui a refusé de tirer sur le peuple quand ils sont sortis pour manifester contre le pouvoir de Youlou, c'était Moussa Bakani. Donc vous voyez un peu l'histoire du Congo, c'est des Aïté Kinganga, c'est un Aïté. Je vais citer un peu en voir comme ça. Maintenant, dans le temps moderne où nous sommes, le chef d'état-major du Bénin, le général Amouzou, c'est un Aïté. Moi, je l'ai trouvé à l'école militaire. Vous voyez un peu la puissance de cette école, l'histoire, le poids qu'on a quand on est Aïté. Tout c'est, comment on l'appelle, celui qui est mort là. L'ancien premier ministre du Congo, celui qui avait un pied, il était en exil après il est rentré. On dit même qu'il a eu des problèmes parce qu'il a, c'était l'ancien amant de Madame Sassou, mais c'est ce qu'on dit. Comment on l'appelle? Bongo Noira. Donc c'est une Kinganga, les Bongo Noira, les Marien Ngouabi, les Yombi, tous ces cadres sont passés par l'école des Ghalis. Vous voyez un peu le poids de... Moi, je vous fais juste un résumé. Vous voyez un peu le poids de l'histoire que cette école-là a, même africaine, jusqu'au Tchad. Combien des officiers tchadiens sont passés par les écoles des Ghalis? Parce que moi, quand je suis rentré à l'école militaire, il y avait déjà des Tchadiens. Il y en avait, je crois, 6 ou 7 qui étaient là. Tous les officiers, tous les anciens que j'ai croisés béninois, aujourd'hui, ils sont chefs de corps. Le chef d'état-major, c'est Amouzou, je l'ai trouvé en première. Adanedjan, qui est colonel, je crois, chef, commandant de zone au Bénin, je l'ai trouvé en première aussi. Il y a l'ancien M-Schist, il est aussi chef à l'état-major là-bas au Bénin, je l'ai trouvé en première. On s'est même revu à Paris, il était venu se faire soigner parce que l'ancien est malade, il devait avoir un diabète ou je ne sais pas quoi. Mais je l'ai croisé à Paris il y a 2 ans, 3, non, 5 ans en arrière. On s'est assis, on a mangé, on a discuté. C'était vraiment merveilleux. Il s'était même déplacé pour ça. Dès qu'il avait entendu, un Béninois, dès qu'il avait entendu qu'il y avait des Bleus en France, il a dit, il faut que je les voie avant que je reparte au Bénin. Avant que je reparte au Bénin. Vous voyez la puissance de cette école. Maintenant, aujourd'hui, il y a un peu, beaucoup d'incohérences chez les Haïtiens. Aujourd'hui, on
On a même honte d'être Haïti. Parce que moi, je fais partie d'une promotion qu'on appelle la Cosa Nostra. Dans ma promotion, déjà, d'où je viens, il n'y avait pas le tribalisme déjà. Et dans ma promotion, il n'y a jamais eu le tribalisme. Sincèrement, ceux qui m'entendent, ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent la Cosa Nostra, je n'ai jamais, du début que j'ai mis les pieds à l'école des cadets, jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu des ethnies dans la Cosa Nostra. L'école des cadets m'a permis de connaître beaucoup d'ethnies du Congo que je ne connaissais pas. Moi, je ne savais pas qu'à Soanké, il y avait les Ndiem, il y avait des Bakwele. C'est à l'école des cadets que j'ai vu ça dans ma promotion. Quand je demande, moi je viens de la Songa, je suis Bakwele. C'est à l'école des cadets que j'ai connu les Bomitaba. Et c'est à l'école des cadets que j'ai connu les Mbeti. Pour moi, dans le nord, c'est des Congolais. Pour moi, quand je rentre à l'école des cadets, au nord, c'est on dit Mboshi. Et puis, bon, on ne cherche pas à savoir Mboshi, il est comment. On se dit, bon, c'est des Congolais, de toute façon. Il n'y avait pas. Et puis, on avait des parents qui étaient déjà dans le nord. Moi, j'ai un oncle qui a étudié, qui a enseigné dans le nord dans les années 50, 60. Il était enseignant dans le nord, à Evo. Il y a même des Haïtés qui sont mes cousins qui sont nés à Evo. Moi, j'ai des parents qui sont nés à Evo. Pour moi, avant que je rentre à l'école des cadets, je n'ai jamais fait la différence entre un nordiste et un sudiste. On savait que le président Sassou Nguesso était président, mais je n'ai jamais fait vraiment attention. Peut-être que c'est le jeune âge qui faisait ça, mais je n'ai jamais fait attention au tribalisme ou au machin. Vu que les miliciens qu'on nous envoyait, que je voyais à Bakongo, il y en avait à Talanga, il y en avait à Poto, il y en avait à Mongali. Donc pour moi, c'était comme ça, c'était partout. Oui. S'il y avait la violence à Bakongo par les miliciens, il devait en avoir à Talanga. Donc c'était équilibré au fait. Quand je rentre à l'école des cadets dans ma promotion, il n'y a pas de tribalisme. Jusqu'à présent. Il n'y a même pas beaucoup d'influence dans ma promotion. Il y en a qui sont de la partie de Mikalou, de la partie... Mais on se parle en tant que Koundé, comment tu vas? Ça va et tout. Bon, on discute. Les mêmes discussions qu'on avait à l'école, c'est les mêmes discussions que j'ai avec certains de mes promos ici. C'est-à-dire, j'ai des promos qui sont au Congo, qui m'appellent parfois tard la nuit pour qu'on se chamaille, pour qu'on se taquine. Tard la nuit, je dors. Il dit, oui, mais si tu dors, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Moi, je suis là, je discute, je m'ennuie, et voilà, j'ai envie de discuter, j'ai envie de t'emmerder, comme tu es devenu politicien, je t'emmerde. Et on discute. Parfois, c'est un gars... Il y a des gens de ma promotion que j'ai, jusqu'à présent, je ne sais pas d'où ils sortent. Le nom est tellement compliqué que je n'arrive même pas à le situer dans la région du Congo. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que nous, les Haïtiens, il y en a qui sont partis dans le tribalisme. On a comme l'impression que quand on fait le bilan aujourd'hui, des Haïtiens, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui doivent aller. On doit avoir honte à un moment donné. Chaque chose, on fait un bilan, moi, je pense. Chaque chose, on doit faire un bilan. Il y a un moment donné, quand on évolue de la vie, il y a un moment donné, on se pose. Et on se pose des questions. Bon, est-ce que j'ai vraiment évolué? Maintenant, on doit se poser des questions en tant qu'Haïti. Est-ce qu'on a évolué? Parce qu'il y a des choses, quand on dit, par moi, quand je parle de Mwamba, parce qu'il y en a qui ont dit que, voilà, Koundé n'est plus un bantou. Ça, c'est une parenthèse, je vais mettre. Parce qu'il y a des Haïtiens aussi, où le débat de Mwamba, j'ai écrit un truc sur Mwamba, ça arrive au Congo, il y a certains Haïtiens qui sont accaparés de ce sujet-là pour dire, ouais, Koundé mérite des sanctions, oui, Koundé a perdu les valeurs bantou. Moi, je ne suis pas un bantou. Je suis un bantou parce qu'on l'a écrit quelque part. Mais les valeurs, je ne les partage pas. Ce n'est pas parce que nos grands-parents ont dit. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez que nos grands-parents ne voulaient pas que les femmes puissent manger du porc. Ne voulaient pas. D'où, en tout cas, je ne sais pas si dans tous les Congos c'est comme ça. Mais là où ma mère vient, là où ma mère est née, là, elle n'avait jamais mangé le riz quand elle était enfant. C'était interdit aux femmes.
le riz. Ça, c'est notre tradition qui disait ça. Donc, ce n'est pas parce que la tradition dit ça que ça ne doit pas changer, que ça ne doit pas évoluer, que ça doit rester. Non, 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 non. Celui qui n'avance pas recule. Donc, quand je condamne Mwamba, quand je me fous, pas que je me fous, quand je ne suis indifférent à la mort de Clément Mwamba, c'est par rapport à sa vie politique. Qu'est-ce que Mwamba a fait à la banque où il a commencé? Je ne sais pas. En tant que ministre de l'Issouba, qu'est-ce que Mwamba a laissé? Quel article aujourd'hui qu'on peut dire c'est grâce à Mwamba que les Congolais ont des droits? Qu'est-ce que Mwamba a fait en tant que Premier ministre pour qu'on puisse écrire quelque part que c'est grâce à Mwamba que les enfants doivent aller à l'école sans payer l'assurance, sans payer la tenue? Il n'y en a pas. Son bilan politique est chaotique. Et comme son bilan politique est chaotique, moi je suis indifférent à sa mort. Ça je vous dis clairement. Qu'il ait des enfants a été, qu'il n'ait pas des enfants a été, ça je m'en fous. Moi je suis congolais. Je n'ai pas d'état d'âme devant la misère des gens. Il y a un pays qui est en faillite, vous voulez que moi je puisse avoir des émotions, des états d'âme? Ça ne marche pas comme ça. Donc le bilan de Mwamba en tant qu'homme politique, moi qui suis engagé, je dis que c'est un bilan nul. Comme Margaret Thatcher est morte en Angleterre, je n'ai pas vu un article faire des éloges de Margaret Thatcher. Tout le monde a insulté Margaret Thatcher. En tout cas, la grande majorité des Anglais. C'est comme ça le monde moderne est. Quand vous êtes en politique, aujourd'hui, Sarkozy est jugé. La dernière fois, le juge a dit, si Sarkozy ne vient pas au tribunal, on envoie les policiers le chercher. Il est venu, bien qu'il n'a pas ouvert sa bouche, mais il est quand même venu parce que s'il ne venait pas, le juge envoyait des policiers aller chercher Sarkozy. Ça date même pas d'une semaine. Vous voyez comment, et pourquoi les Français ne disent pas « Ah, mais Sarkozy était quand même président de ce pays, comment on peut le mal ?» C'est ça la loi. On est d'abord des hommes avant d'être un président de la République ou avant d'être un... Donc nos actes sont punissables. Si c'est bon, on applaudit. Si c'est mal, on le dit. Chez nous, dans le pool, on dit souvent « Wafwa Thomas ». Et oui, ça c'est avant ça. Mais Wafwa, c'est comme ça. Pourquoi vous allez dire Wafwa Thomas quand quelqu'un meurt, il devient gentil? Un gars qui tue les femmes, un gars qui viole les femmes, une fois qu'il meurt, on veut faire... Non. Si c'était un voyou, c'est un voyou. Donc, revenons aux autres. Ça, c'est pour répondre à certaines rumeurs que j'ai entendues, pour vous dire que moi, j'ai une naïveté complet. Voilà. C'est-à-dire l'étiquette que j'ai eue à l'école. L'école des cadets m'a formé pour être un homme. Et je garde des bons souvenirs pour cette école. La convivialité, la loyauté, je l'ai eu à l'école des cadets. Moi, dans ma promotion, c'est là où j'ai eu la loyauté. Je vais vous raconter, vous les bleus là. Vous les bleus qui connaissez rien de cette école là. Vous qui êtes rentrés après nous là, des années 2000 là. J'ai comme l'impression que vous êtes plus des civils que des militaires. Moi, je vais vous dire, moi, qui suis d'une promotion où il n'y a pas de enfants de cadre, où les gens ont eu leur concours par le fruit de leur travail. Parce que moi, à mon époque, on faisait le concours. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de cadre dans ma promotion. Et même les enfants de cadre qui sont dans ma promotion, c'est des très bons élèves. Tous les enfants de cadre, c'est-à-dire quand je dis cadre dans ma promotion, il y a un enfant de colonel, il y avait un enfant deux enfants de colonel. Tous ceux qui étaient enfants de la haute société, ils sont peut-être 3 ou 4 dans ma promotion. Mais le reste, c'est des gens qui venaient de Pointe-Noire, de Mosenjo, de Swanké, de Ifondo, de Makwa, de Pointe-Noire. Beaucoup de gens, on s'est retrouvés là. Il y a moins de cadres dans ma promotion. Mais tous ces enfants qui étaient des enfants de cadre, eux, ils bossaient bien à l'école. Maintenant, je vais vous donner des anecdotes pour l'école des cadets pour que vous puissiez savoir. Parce que déjà, votre lobby de l'école des AET là, c'est un lobby que je ne supporte pas déjà. Pour des raisons simples. Ça fait 5 ans que le général Moukoko est en train de se faire malmener dans ce pays-là. Un général comme Moukoko, qui a un passé brillant, un républicain, un patriote, il est en train de se faire malmener dans ce pays-là, de prison, de l'hôpital, humilié, photographié, filmé.
Je n'ai pas vu des AET. Parce qu'un lobby, c'est quoi? Parce que je vois l'association des AET. Un lobby, c'est quoi? Un lobby, ça pèse dans les décisions d'un pays. Les francs-maçons, c'est un lobby ici en Europe. Ils pèsent. Ils ont été dans les écritures de la Constitution européenne. Dans la Constitution de chaque pays en Europe, les francs-maçons ont participé. Enlevez un peu le côté spirituel. Non, les francs-maçons, moi quand je parle de francs-maçons, c'est des intellectuels européens qui sont assis pour trouver des solutions. Et jusqu'à présent, les francs-maçons européens réfléchissent sur le monde de demain, sur les problèmes de société. Donc, si nous, un lobby, un vrai lobby, il doit être progressiste. Je veux dire par là, si nous on a un lobby pour des hommes d'affaires, effectivement, nous devons avoir à bâtir des choses qui doivent alléger le pays, tout en gagnant de l'argent, ou tout en bénéficiant de certains atouts. Mais bon, les lobbies des AET là, que vous avez là-bas, ça vous sert à quoi? À enterrer les gens? Parce que moi, en tant qu'AET, je ne vois pas à quoi vous servez aux Congolais. Pour tout ce que le Congo nous a donné, moi, je ne sais pas ce que nous donnons au peuple congolais. Donc, je vais revenir sur des anecdotes pour vous dire que qu'est-ce qu'un AET? Deux anecdotes, je vais commencer par le général Mokoko. Exactement, Kim. Jusqu'au Moyen-Âge, les francs-maçons, c'était des grands bâtisseurs. Les églises que nous voyons là, partout les cathédrales, là, ça a été bâti par les francs-maçons. Merci pour l'info. Donc, moi, j'ai croisé le général Mokoko 2 fois. Après, je l'ai vu qu'à la télé. Et après, j'ai entendu. Donc, je vais vous dire les 3 choses que j'ai entendues pour le général Mokoko. Parce qu'au Congo, on aime fabuler. C'est des menteurs au Congo. La première fois que j'ai vu le général Mokoko, c'était quand il y avait un peu la pagaille à l'école des cadets. On se battait beaucoup à l'école des cadets à un moment donné. Il y avait un peu l'indiscipline. Il y avait beaucoup de combats, beaucoup de violence. Promotion, interpromotion. Les 5e s'attaquaient aux 6e. C'était un peu n'importe quoi à un moment donné. C'était vraiment tendu. Et le commandant second n'arrivait plus à maîtriser. N'arrivait plus à maîtriser les élèves. Parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. Il est rentré derrière moi. C'est-à-dire à partir des gens qui m'ont trouvé en 5e. Et ceux qui m'ont trouvé en 4e. Il y avait beaucoup d'enfants de chefs qui commençaient à rentrer. Donc, il y avait un truc bizarre qui se passe. Alors, Mokoko était au courant. Il est venu à l'école des cadets. Il était 14 h, si j'ai bonne mémoire. On nous a sorti des classes. On a dit non, le général Mokoko vient. Je dis pourquoi? Le chef d'état-major vient. Vite, sortez les classes. Allons à la place d'armes. On nous a mis à la place d'armes. Vous savez, dans l'armée, le lieutenant prend le pouvoir. Il commande. Gardez-vous. Il fait le compte rendu au capitaine. Le capitaine fait le compte rendu au commandant. Le commandant fait le compte rendu. Si le commandant, c'est le commandant second, il fait le compte rendu au commandant de l'école. Et après, c'est par grade et par EH. Et ce jour-là, le général Mokoko est venu. Le lieutenant prend le pouvoir. Il finit de donner les ordres. Il veut donner au capitaine. Le général Mokoko dit non, donnez-moi ça directement. Parce que je suis pressé. Donc, du lieutenant, ça a sauté le commandant second, ça a sauté le commandant de l'école, il a pris directement la parole. Il a claqué, il a dit, repos, garde à vous, et il a parlé. Il a dit, je suis venu ici pour que l'ordre revienne à l'école des cadets. Celui qui est rentré à l'école des cadets doit serrer les dents, il doit bosser, il doit respecter les règles de l'école des cadets, de l'école militaire, qu'il soit enfant de chef, enfant de qui? Si ça se répète encore, ce comportement-là, même un enfant de chef, je viens de le virer moi-même de cette école. Parce que moi, je suis passé par là, je ne suis pas mort, je n'ai pas pleurniché, tout le monde va le faire. Si moi je l'ai fait, tout le monde le fera. Alors, donc c'est la dernière fois que je viens ici, et que c'est la dernière fois que j'entends encore qu'il y a l'indiscipline à l'école des cadets. Il est reparti, l'école des cadets est rentrée dans l'ordre. C'est la première fois que je vois le général Mokoko. La deuxième fois que je le vois, avant que je puisse le voir, il y a aussi un sujet que je vais vous dire. Quand j'ai fini l'école, j'ai eu mon bac, j'étais allé faire un stage au premier gare. Le premier gare, c'est le bataillon d'artillerie à réaction, qui est juste à côté de l'hôpital militaire. Juste à côté de l'hôpital militaire, avant d'aller à l'hôpital militaire, juste à côté, il y avait une garnison.
Ça s'appelle... Il y avait aussi la transmission à l'époque, je ne sais pas si ça a changé parce que ça fait tellement longtemps. Et quand je suis allé là-bas pour faire mon stage, parce que c'est là-bas que je voulais signer, qu'on m'avait affecté, je suis allé le premier jour en tenue. Et quand je suis arrivé dans la gare, dans le camp, ce camp militaire-là, j'étais très jeune. Le chef de corps m'attendait. On m'a annoncé, on a dit, les stagiaires, donc ils nous recevaient un à un. Il y avait mon ancien, Moissi Posso Éloge, c'est mon ancien, Moissi Posso Éloge. Et moi. Moi, il m'a reçu, il m'a regardé, il a regardé mon dossier. Il m'a dit, mais tu fais le stage après? J'ai dit, bon, je fais le stage après, si j'ai fini, bon, si vous me gardez, je finirai ma vie, si je ferai comme tout le monde. Je porterai les grades, j'irai en formation, et puis voilà. Le colonel s'appelait Ngoulanko Jules. Un a été lui-même. De la promotion de Moufla. Je lui rends hommage là-haut. Que Dieu le garde, s'il y a un Dieu là-haut qui le garde, parce que c'est un homme bien. Vous entendez bien le nom, Ngoulanko Jules. C'est même pas un gars du poule. Je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit la bleusaille. J'ai le gars ton dossier. Tu vas faire ton stage chez moi ici, mais il faut que tu choisisses. Soit tu vas aller à l'académie, tu vas te démerder à l'académie, ou tu vas à l'université, parce que tu es trop jeune. Si tu commences chez moi ici, tu seras sergent-chef, adjudant. Je vois que tu as beaucoup de potentiel, il faut que tu ailles à l'école. Ou tu vas à l'académie. Tu attends, tu te débrouilles à aller à l'académie, et voilà. Mais tu vas finir ton stage chez moi pour que je puisse tester tes compétences. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée d'aller à l'université. J'ai dit à mon collègue, non, je peux faire à l'université parce que l'académie, non, j'ai envie d'aller à l'université. Il me dit, ben oui, ben dans ce cas, tu fais le stage. J'étais avec l'ancien Moissi Posso Éloge. Donc l'ancien Moissi Posso, on était tous deux stagiaires. On partait, on discutait, l'ancien... Comme les rapports d'un ancien humble, des très bons rapports avec l'ancien Moissi Posso Éloge. Un grand ancien. L'ancien, le chef des corps, pareil, l'ancien Ngoulako. Donc c'est à partir de là que je commence à faire mon dossier. J'ai fait 3 mois de stage. Il a dit, tu vas aller à l'état-major. Il m'a donné le nom d'un ancien. Tu emmènes tous ces dossiers-là, tu lui dis que tu viens de ma part. Il te fera une attestation de sortie. Je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est pour sortir du pays en tant que... Voilà, pour que j'ai pour que mon salaire ne soit pas coupé et ceci, cela. Il m'a fait le dossier. Je suis parti à l'état-major chez cet ancien-là. J'ai déposé mon dossier. Il m'a vu mon dossier. Je lui ai dit, je viens de la part du colonel Ngoulanko. Il m'a regardé. C'était un colonel, j'ai oublié le nom. Il était du Nord. Pas le Nord, parce que ça commençait par haut. Un peu costaud. J'étais assis dans la salle et puis je rentre. À l'état-major. C'était la première fois que je mettais les pieds à l'état-major. Il était assis dans son bureau. Il m'a regardé. Il a dit sous la table. J'avais 19 ans. Il m'a dit bleu sous la table. Tu me déposes ton dossier sur ma table et tu rentres sous la table. J'ai déposé le dossier et je suis rentré sous la table. Il a dit sors de la table, debout, sous la table. Il me levait, il me faisait rentrer. À un moment donné, j'entends dehors, à vos rangs fixes, un groupe de gens venaient. Et à un moment donné, moi je suis sous la table. Et le général Moukoko rentre dans le bureau de ce gars. Je crois qu'il était, je ne sais pas si c'était adjoint au général Moukoko, mais il avait un grand poste à l'état-major en ce temps-là. Je vais chercher le nom, si ça me revient, je vous donnerai. Et c'est là où je vois maintenant le général Moukoko de près, le chef d'état-major, tenue militaire, tenue kaki, béret noir. Je voyais ses pieds d'abord. Il est rentré, l'ancien s'est mis au garde à vous. Ouais, mais respect mon général, machin est causé. Et Moukoko a dit qui est sous la table là? Il a dit c'est un gros bleu. Et toi tu mets les bleus sur la table pendant que moi je suis là. Mais toi tu es un chien. Bleu sort de la table. Je suis sorti sous la table, je me suis mis au garde à vous. Et Moukoko a dit, mais comment tu t'appelles? J'ai donné mon nom. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Le connaître? Non, il va aller à l'étranger étudier. Non, il m'a amené un document que je dois signer, machin. Je crois que ça va passer dans votre bureau aussi. Il a dit, oh, signe à ma place, je n'ai pas le temps de tous ces dossiers-là. Tu les signes à ma place et puis voilà.
Il m'a juste regardé, il a bougé la tête et dit, franchement, tu passes ton temps à brimer les bleus, moi quand je le faisais à l'école, tu criais. N'importe quoi. Et il est reparti. Tout simplement. Il a lancé un peu mon document, il m'a signé, il m'a dit, tu passeras ton temps à récupérer tes documents et tu pourras aller étudier à l'étranger. Et il m'a souhaité bonne chance. Voilà comment l'école, les valeurs de l'école des cadets, c'était ça. C'est ça, normalement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière nous, mais les bleus sont devenus comme des civils. Les AET sont devenus... J'apprends même qu'il y a des AET qui ferment les bars. Ils boivent jusqu'au petit matin. Mais ce n'est pas ça qu'on nous a inculqué. On peut être un peu civil, mais ce qu'on nous a inculqué, ces valeurs-là doivent être quelque part. C'est-à-dire que ça ne peut pas s'effacer parce que c'est ça les vraies valeurs du Congo. L'unité, le travail, l'amour, la dignité, tout ça. Il y a beaucoup d'anecdotes qu'on peut raconter comme ça. J'étais avec le colonel Safoula à Abidjan. AET de Mofla, officier de Kolela. Safoula, je crois qu'il est mort, je rappelle qu'il était mort. Le colonel Safoula. Pour tous ceux qui sont à Bas-Congo le connaissent. Pour tous les ninjas, ils savent qui est Safoula. C'était un AET. Safoula m'a dit à Abidjan, petit, quand il y a eu la guerre du Congo, là, il y avait des promos à moi qui habitaient à Bas-Congo, qui travaillaient pour le PCT. J'avais tous leurs documents, tous leurs dossiers dans mon bureau. Il m'a dit les noms parce que ces gens-là sont vivants. On ne peut pas dire leurs noms. Ces anciens-là sont vivants. Il a dit je ne peux pas leur attaquer, je ne peux pas leur en faire, je ne peux pas les arrêter pour les mettre en prison parce qu'ils vendaient les informations, ils vendaient nos positions à l'ennemi. Mais c'était mes promos. C'était des bleus pour certains. Je ne pouvais pas. Parce que Safoula lui-même, il s'est fait kidnapper pendant la guerre de 93, là, quand les Souba et Kolela se battaient, là. Il s'est fait kidnapper, on l'avait accusé de vendre des armes, de prendre des armes de l'armée pour aller donner aux ninjas. Ils l'ont kidnappé à Ganga Edouard, avec ses gardes du corps. Qui est parti le sauver? Le général Moukoko. Il l'avait déjà torturé chez les Aubevillois. Il était dans un état lamentable. Moukoko a dit, je dois ramener moi cet officier-là ici. Si vous ne me ramenez pas cet officier-là, on ne sort pas d'ici. C'est comme ça qu'il a sauvé Safoula. Safoula l'a reconnu. Il a dit, non, ce Dieu m'a sauvé la vie. Safoula a gardé les séquelles de cette torture-là jusqu'à Abidjan. Il m'en a remonté. On était très bien à Abidjan parce que moi, Haïti, il venait toujours me voir. Chez moi. Tout ce qu'il faisait à Abidjan, il venait me voir. Il me dit, petit, je fais ça, ça, ça. Regarde, est-ce que je peux faire ça pour moi? Il me disait beaucoup de choses, le colonel Safoula. Parce qu'il était Haïti. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Moi, ça c'est ce que moi je vois. Ce qui se passe au Congo actuellement, le régime, ça je dis la vérité, parce qu'on ne sait jamais, demain je peux mourir. Moi je suis un fou du volant, vous voyez ce que je dis? J'ai toujours, je roule vite, je peux connaître. Parce que moi, si je meurs demain, ne dites pas que on m'a bouffé, il n'y a personne pour me bouffer, je ne crois pas vos conneries. Si je meurs demain, ça peut être par accident, parce que je roule comme un fou parfois. Parce qu'il faut dire la vérité, j'ai déjà loupé 2 fois des conneries, faire des conneries. Mais si je meurs, au moins que cette vérité-là soit connue. Parce qu'on ne sait jamais, maintenant les gens meurent n'importe comment. Mwamba est mort, Parfait Kolela est mort. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire que demain, je vais choper le Covid, moi aussi, pour mourir. Vu que c'est le Covid qui tue les intellectuels au Congo, ou les cadres. Donc, on ne sait jamais. Mais, aujourd'hui, le système de Sassou Nguesso, je le dis clairement, il est tenu par les AET. Et c'est une honte. On ne va pas citer les noms, mais ce système-là, s'il vit, c'est parce qu'il est tenu par les AET. Et c'est honteux. C'est honteux que les gens qui ont été nourris avec l'argent de l'État congolais, avec l'argent de nos parents, avec l'argent de tous les Congolais, aujourd'hui, toute l'intelligence qu'ils ont amassée à l'étranger,
Ils le mettent, ils le monnaient à un régime qui est en train de pourrir la vie de la majorité des Congolais. C'est quand même honteux. Parce qu'on n'était pas prédestiné à ça. Tous les AET qui étaient avant nous, là, ils ont dit non à beaucoup de systèmes. Combien sont morts? Ngouabi, c'est un AET. C'est sa bravoure qui a fait que le pouvoir aujourd'hui tombe chez Sassou Nguesso. Si Ngouabi n'avait jamais pris le pouvoir, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces gens-là au pouvoir. Ngouabi, c'est le premier nordiste à prendre le pouvoir. C'est un AET. Il n'y a pas eu un gars du Nord, là-bas, même au Pango, qui était courageux. Il n'a pas pris le pouvoir. Mais c'est un AET de 1,60 m qui prend le pouvoir. Et c'est un autre AET qui veut lui prendre le pouvoir qu'on appelle Kinganga. Vous voyez comment les AET ont fait l'histoire à un moment donné. Vous voyez que comment les AET... Donc, si les AET ont fait l'histoire, yeah. Aujourd'hui, les AET doivent faire l'histoire pour que ce pays-là puisse... Moukoko, c'est un AET. Il y a eu la conférence nationale. Sans Moukoko, vous serez où aujourd'hui? C'est un AET. Un vrai AET que moi, je suis un Moukokoïste convaincu. Tant que Moukoko sera en prison, moi, je serai Moukokoïste convaincu. Même s'il meurt, je serai Moukokoïste convaincu. Son nom doit être gravé dans l'histoire du Congo. Il y a eu un général qu'on appelait le général Moukoko. Il était un patriote. Le problème des Congolais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les Congolais cherchent des gens sains. Les gens parfaits n'existent pas. Nul n'est parfait. Je ne dis pas que Moukoko n'a... Non. Mais c'est un homme qui mérite d'être libre, qui mérite tout ce qu'il peut faire pour le Congo. Il le mérite parce que c'est un patriote. C'est un homme intelligent. Ce n'est pas un usurpateur. Ce n'est pas un parvenu. C'est un homme qui est arrivé au sommet de l'État grâce à son travail. C'est un AET complet. Ça, je le dis sans complaisance. Mais aujourd'hui, ça fait presque 6 ans que cet homme-là dort en prison avec des moustiques. Et il est âgé. Il a 75 ans peut-être. 74 ans aujourd'hui. C'est un homme adulte. Un homme vieux qui doit être libre. Qui doit être libre. Ici, les prisonniers, même en France, ici, les prisonniers de 76 ans, on les libère. On les met avec un bracelet électronique. Ça dépend des crimes qu'ils ont commis. Mais lui, à cet âge-là, on le maintient en prison. On veut lui faire dire des choses qui... On veut lui enlever sa dignité. Juste pour qu'un homme qui a usurpé le pouvoir puisse se satisfaire. C'est-à-dire c'est comme on le prend comme un trophée. Et dans tout ça, il les a été. Comment vous arrivez à vous regarder dans le miroir avec tout ce qu'on a vécu à l'école des Galets? Avec comment on s'est sacrifié? Moi, je suis... Comment je peux dire? On a fait des choses à l'école pour des gens. Quand moi, dans ma promotion, on convoquait quelqu'un à la brigade de discipline. Quand on convoquait un ami à la brigade de discipline, un ami qui n'était même pas de mon ethnie, mais c'est juste mon promo à moi. On est au réfectoire. La brigade de discipline rentre. Il dit, convoqué après la bouffe, à la brigade de discipline. Ngambele François, qui est en promo. Mais tu as le cœur serré. Quand Ngambele va, ou quand un promo va, ça c'est chez les anciens pour se faire taper, parce qu'il a commis un motif. Mais la chambre est calme. Les gens, ils ruminent. C'est comme si c'est toi qui étais convoqué. Vous vous imaginez un peu? C'est comme si c'était toi qui étais convoqué à la brigade de discipline. La chambre est calme. On entend les mouches voler. Vous attendez jusqu'à ce qu'ils reviennent, s'il est blessé, s'ils l'ont blessé, s'ils l'ont cassé un membre. Vous vous attendez impatiemment qu'ils reviennent. Dès qu'il rentre, tout le monde va se mettre autour de lui pour le consoler. Pour lui dire qui t'a fait mal, quel lancer qui était brutal, qu'est-ce qui s'est passé. Il doit raconter plus non autre. Ah non, c'était comme ça.
C'est lancé là. Attends, un jour, on l'attrapera. On verra. En attendant le bruit, lui là, je l'ai inscrit. C'est-à-dire, les problèmes de l'autre, la souffrance de l'autre, on le portait en nous. C'est ça l'unité. Et c'est comme ça que ma promotion a survécu à beaucoup des étapes dans le combat, dans tout ce qu'il y avait comme rivalité à l'école des cadets. C'était juste par l'unité. Mais l'unité, moi j'ai des amis dans ma promotion qui dansaient les chansons d'Empire, qui étaient de Talanga, ils dansaient les chansons d'Empire, nous on aimait. On disait pas, ça c'est la chanson de Mboshi. Il y a des gens qui chantaient les chansons de Tchèque ou je sais pas, les chansons de Madingu ou de... Mais on apprenait, on était contents. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons sur le terrain aujourd'hui, ce que nous voyons, tous ces entités-là intellectuels comme la Yayos, même l'ancien Edgar Nguesso, c'est mon ancien, l'ancien Edgar Nguesso, c'était un ancien intelligent. Il avait la loyauté comme moi, c'était mon chef de chambre. Je ne peux rien dire, c'est-à-dire, si je le juge en fonction de ce que j'ai vu à l'école des cadets, je ne peux rien dire sur lui, je lui donnerai 10 sur 10. C'était mon chef de chambre. Son lit était là, à l'entrée de la porte, avec sa radio-cassette auto-reverse. Il n'y avait aucun signe de richesse chez lui. C'était un ancien qu'on respectait, chef de chambre. Voilà, il était là, son lit, on le faisait. Il rentrait dans la chambre, tout était calme, il prenait les décisions de la chambre. Pendant 1 an, ça a été mon chef de chambre. Mais mais aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on voit, j'ai causé la dernière fois chez la Gare du Nord, il y a 2 ans, j'ai vu un ancien, un grand ancien de la promotion qui doit être à la retraite maintenant. Je vais taire le nom parce qu'il est encore au Congo, on ne sait jamais. Il m'a appelé, il s'est vu à la Gare du Nord. On est parti manger au restaurant en face parce qu'il attendait quelqu'un. Il était juste de passage à Paris. On parlait de l'école parce qu'il nous a enseigné à l'école, des anciens. Il nous a enseigné à l'école, cet ancien-là. C'était un cadre à l'école à l'époque, quand je suis en 6e, en 5e et en 4e, avant qu'il change de position. Il m'a dit, nous, on ne vous a pas encadré comme ça. C'est les mêmes mots, je vais utiliser les mêmes mots qu'il disait. On vous a pas, et l'ancien n'est même pas de ma région. Mais quand il m'a reconnu, il a dit, mais Bindika, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, mais j'habite en France maintenant. Il dit, t'as pas beaucoup changé. Hein? Il dit, bah, c'est comme ça, ancien. Parce que je ne connaissais pas son grade. Et il m'a dit, mais on ne vous a pas élevé comme ça. Aujourd'hui, ton ancien Edgar, là, quand je suis allé le voir, chez lui, il a beaucoup de voitures. Mais pourquoi acheter beaucoup de voitures comme ça pour ne rien faire? C'est quand même... moi, ça m'étonne qu'on ne vous a pas élevé comme ça. Ouais, il n'a pas cessé de répéter cette phrase-là régulièrement. À ce moment-là, je ne pouvais rien dire. Lui, il venait du Congo. Il se plaignait. Donc, ce qui se passe au Congo, il y a beaucoup de gens que ça choque. Ce pays-ci, ce beau petit pays qui est actuellement dans la pauvreté. Où les gens, tout le temps, quand le téléphone sonne, c'est pour qu'on vous demande de l'argent. Je n'ai pas encore vu, même les gens qui ont grandi avec moi dans mon quartier à Bakongo, je n'ai pas vu un qui est riche. Ou même qui a une femme, des enfants stables. Non. Quand tu appelles, oui, ah mais comment tu vas, ça va? Mais j'ai pas de femme, j'ai des enfants, 3, 4, de mères différentes. Il n'y a aucun qui est stable dans sa vie. Je vous jure que je n'ai aucun ami aujourd'hui au Congo que je peux appeler qui a une femme, 2 enfants, qui vit avec la même femme depuis 20 ans. Et il est tranquille. Tous, soit il est célibataire, il habite chez les parents, ou il a déménagé, il loue un studio quelque part. Il n'y a que des drames dans ce pays-là. Il y a un moment donné, il faut qu'on parle, les gars. Moi, je suis arrêté. À un moment donné, moi, j'étais nourri aux frais de la République. Tout ce que j'ai, moi, j'ai quitté mes parents, j'avais 10 ans et demi. Donc, mon caractère ne vient que de l'école. C'est là-bas qu'on m'a appris à être un homme.
C'est là-bas que j'ai appris toutes les astuces que j'ai utilisées plus tard dans ma vie. Me camoufler, replier, méditer, ne pas être fougueux, l'hystérique. Tout ça, j'ai appris. Parce qu'à l'école des cadets, quand je suis rentré, il y avait deux choses. Quand c'était chaud, en sixième, quand on nous tapait tellement, tu devais aller à l'infirmerie pour te cacher. Tu partais monter une maladie, on te faisait un papier, tu repartais de la chambre pour dormir avec le papier pour que l'ancien ne te tape pas. Quand le papier là finissait de la maladie, tu partais te cacher à la bibliothèque. Parce qu'à la bibliothèque, il y avait un coin, quand tu rentrais, il n'y avait pas la brimade. C'était pour aller lire, tu prenais les livres, tu lisais. À chaque fois que tu avais l'occasion, c'était des coins, pour moi et mes amis, c'était les coins où on pouvait respirer un peu, parce que c'est sous pression. Et cette année, il n'y a même pas 3 mois, j'étais avec 3 amis. On travaille à la pause, j'ai une pause de 1 heure. Je prends la pause, je dis à un ami, bon écoute, on va manger, donc on va au centre commercial acheter un truc et puis voilà. 3 amis, bien costauds. 1m80, l'autre, l'un, et l'autre doit faire, je crois, dans les 1m90. Moi, je suis le plus petit du groupe. On marche. Il y a un ancien à moi. Vous voyez mon âge là. J'ai un enfant, je suis père de famille. Moi. Il y a un ancien, l'ancien Pambou, que j'ai connu en première. Dans le centre commercial, il m'a vu, il m'a crié « Petit !» Moi, quand on dit « Petit », je ne le regarde pas parce que je ne suis pas un petit. Donc, je continue. « Oh, Petit !» Il y a mon ami qui dit « Non, on dirait c'est toi qu'on dit Petit. » Je dis « Qui me dit Petit là ?» J'ai pensé automatiquement. Dans ma tête, je me suis dit « Il y a quelqu'un qui veut me manquer de respect. » Il y a sûrement quelqu'un du PCT ici qui m'a vu quelque part, qui me cherche, ou je ne sais pas. Ou c'est comme les Bokilos là qui vagabondent un peu à gauche, à droite, qui m'a reconnu. Bon, il veut se faire un genre. Je lève la tête, je vois c'est un ancien. Il me dit, petit, toi, viens. Mes amis ont trouvé ça bizarre que moi, je me fasse appeler petit devant un public. Je dis, oh, ancien, comment vous allez? Il a dit, le premier réflexe que j'ai eu, c'est ancien. Comment vous allez? Ça fait longtemps, ancien. Il m'a dit, ouais, ça fait longtemps, viens ici. Je suis parti, j'ai salué l'ancien, j'étais content de voir l'ancien. Il m'a dit, ah ben, t'as pas beaucoup changé. On a commencé à causer, il m'a donné son numéro, il m'a dit où il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait. L'ancien, on était content, j'étais content moi de voir mon ancien. Mais pourtant, ça faisait des années que je n'avais pas vu cet ancien-là. Vous voyez la puissance de l'école des cadets? De là où moi je viens, des valeurs que j'ai, à dire l'ancien reste un ancien. La fraternité là, la loyauté là, c'est ce qu'on avait nous. Et c'est ce que nous avons toujours. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Quel que soit. Il y a des choses qu'on n'accepte pas dans la vie. Même, on trouve des solutions. C'est pas que, si vous n'acceptez pas, c'est pas aller directement frontalement, mais il faut trouver un équilibre. Il y a des choses, parfois, il faut, surtout que les gens ont besoin de votre savoir. Vous n'allez pas donner le savoir gratuitement à quelqu'un. Vous êtes des gens formés. Ils ont besoin de votre savoir. Alors, imposez-leur quelques conditions. C'est bien beau, je vais vous donner mon savoir, mais ce savoir-là doit vous servir à ça. Ou ça, ça. Donnez en contrepartie quelque chose. Demandez quelque chose. Mais ce que je vois là, c'est que les Haïtiens ne donnent pas un contrepartie. Ils ne demandent rien. On leur dit, travaille là, tu auras un salaire, c'est bien beau. Mais, qu'est-ce que l'histoire va retenir de nous? De vous? Parce que si ça continue comme ça, le jour que ça va tomber, il y aura des Haïtiens qui seront tués. Et ils ne nous verront rien. Imaginez qu'il y a une révolte populaire. Nous avons déjà perdu beaucoup de Haïtiens dans ces histoires du Congo. Là. Depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Là. Je peux vous en citer. Guy Banak, il est mort. Un petit. Jeune. L'ancien Dji Sacré, il est mort. Jeune. Mon ancien Iléa. Il est mort. Abattu, ça c'est des gens qui ont été tués. L'ancien Drigo. Ningbala. Abattu.
Il y en a plein comme ça, des Haïtiens qui vont disparaître de l'histoire. Qui n'ont rien fait du mal aux Congolais, qui avaient juste... qui ont été abattus lâchement. Parce que moi, mon expérience du Congo, surtout pour ceux qui... les Haïtiens qui sont tentés par le tribalisme, ou qui jouent avec le tribalisme, tantôt tribal, tantôt républicain, tantôt quand vous parlez avec eux, ils ont un langage... Vous voyez, ils veulent que vous puissiez... Ils vous font entendre ce que vous voulez entendre, mais dans le fond, ils sont partis du côté tribal ou du côté régionaliste. Moi, je vous dis un truc. Parfois, le mal, ce n'est pas seulement les gars des autres régions qui sont le mal. Le mal peut venir même des gars de ta propre région. Moi, je suis un exemple encore vivant. Tapez sur vos Facebook Aimé Bikuta. Il vous dira que le mal, moi, la seule fois que j'ai eu ma vie en danger, c'est les mêmes gens de ma région qui ont failli me tuer. La seule fois que j'ai eu ma vie en danger, que ça loupait de peu, c'est les mêmes gens de ma région qui ont failli me tuer. Je vais vous raconter l'histoire. Tapez sur Facebook Aimé Bikuta. Si vous taguez le qui vient ici, vous dira. À l'époque, moi, j'avais une passion. Dans les années 93. Je jouais au Scrabble. Les gens disent que j'étais un bon joueur de Scrabble. Quand il y a eu des mouvements politiques de l'Issouba et Sassou Nguesso, quand il y a eu des combats entre le régime de Sassou Nguesso, de l'Issouba, en 93, c'était l'Issouba au pouvoir, et contre Kola, ils se battaient pour les députés. Il y avait les députés au nord, il y avait eu tricherie aux élections. Et on a l'Issouba, comment Kola contesté les élections. Et il y a eu une crise politico-militaire. Donc il y avait des barricades à Bakongo, où j'habitais. Et moi, je jouais au Scrabble. J'ai joué au Scrabble avec des étudiants. Des gens qui étaient dans mon quartier, pas loin de la Reine Biemo, qui étaient des étudiants. Donc on se réunissait là pour jouer au Scrabble. Chaque matin, pour tuer le temps. Et il y avait des enseignants aussi qui venaient s'ajouter à nous. Il y avait beaucoup de Scrabble. Donc on jouait des tournois tous les matins. Et en même temps, il y avait des débats. Moi, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit, écoutez, nous souffrons ici, il y a des barricades à Bakongo, pendant ce temps à Telanga, il n'y a rien. Et pourtant, les députés de l'Issouba et de Sassou qui ont triché les élections, ou de l'Issouba, ou je ne sais pas, les premières députations se passent dans le nord, et c'est nous à Bakongo, et c'est chez nous à Bakongo qu'il y a des barricades. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que Kolila, il a fait un mauvais calcul. Donc, je disais ça clairement. Je disais non, je ne suis pas d'accord. Là, il faut que, si nous voulons que les Souba puissent plier, que nous soyons en paix, voilà, en novembre 1993, si nous voulons qu'ils soient en paix, il faut que aussi les gens où il y a des problèmes de députation fassent des barricades comme nous. Comme ça, ils vont trouver une solution. Je disais, j'ai donné mon point de vue simplement possible, sans animosité. Il y avait un gars à côté qui aimait regarder Scrap Oxter Ninja. Aimé Bikuta, voilà. Je jouais avec Aimé Bikuta. Il est à Ron ici. Il y avait un gars qui était là, il regardait le Scrap, il commençait à se fâcher. Mais pourquoi tu dis ça? Que l'on nous sauve la vie, machin. Je dis non. Mon gars, c'est faux. Il ne peut pas avoir un mouvement à Bakongo, où il y a des ninjas, il y a des barricades, on fouille les gens pendant que de l'autre côté, là-bas, c'est calme. Ici, dans le pool, tout le monde a voté. Les députés ont été élus sans problème. Le problème qui se passe, c'est là-bas, les députations, qui n'ont pas marché. C'est dans la cuvette qu'il y a eu les problèmes de députation, je ne sais pas où. Là. Eux aussi doivent faire des barricades. Le gars, comme il n'avait pas son arme, celui, et comme... il a vu que voilà, il ne peut pas me mener de force. Il a disparu. Il y a des gars qui étaient là assis, ils m'ont dit, Koundé, va, rentre chez toi. Ce gars-là, c'est un ninja, on le connaît. Je dis, c'est un ninja, oui. Va à la maison chez toi.
Parce que j'ai comme l'impression que tu l'as énervé, il est parti, ils vont revenir. Et c'est une chance. J'ai failli bouder au départ. J'ai dit, ah, qu'ils viennent, je m'en fous. Mais ils ont tellement insisté. Ah ok, il est au Vélodrome. Mais bon, tu lui transmettras la vidéo. Et je suis parti chez moi, dans la rue Biemo, chez moi, chez mon père. Je me suis caché là-bas. Bon, je ne me suis pas caché, je m'en foutais en fait. Je ne voyais pas la violence. Quand je suis parti, même pas 10 minutes, les ninjas sont venus. Avec des armes, comme s'ils venaient attraper un brigand de grand chemin. Avec des armes, ils ont tapé tout le monde là-bas, ils ont cassé des scrables pour la faire, pour juste s'ils m'avaient attrapé là, ils m'auraient logé des balles. Donc j'ai raté de peu. Juste parce que j'ai donné un point de vue et parce que ces gens n'aimaient pas la compte. Donc c'est juste pour dire à tous ces haïtis-là qui tombent dans le tribalisme, le danger peut venir de chez vous-même. Le danger ne vient pas toujours de l'autre côté. Soyons plus républicains. Luttons pour un pays de droit qui va nous garantir la liberté, la justice pour tous. Comme en France ici, comme dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Au Ghana, si vous avez un problème avec la loi, vous allez le prendre devant la loi. Au Ghana, c'est un pays africain, même au Nigeria. Si nous n'avons pas la loi, si nous continuons à vivre dans ce désordre politique-là, si nous les Haïtiens nous acceptons ce désordre politique-là, ces humiliations-là, dans 10 ans, ce pays-là sera incontrôlé. Dans 10 ans, ce pays-là sera incontrôlé. Là, la dernière fois, j'ai eu un ami qui est colonel aujourd'hui. Il connaissait le président, ça tombe bien. Il connaît ce gars-là. Il est allé en formation. Non, il était en Guinée avant qu'Alpha Condé ne tombe. Donc, quand il était allé en Guinée, il connaissait, comme il était allé là-bas en formation ou je ne sais pas, en mission, il avait connu le nouveau président de la Guinée. Mamadi Doumbouya, je ne sais pas quoi. Il avait connu, donc il causait, comme il était en formation ou je ne sais pas, en stage, ils ont fait des photos avant qu'il soit président de la Guinée. Et le jour qu'il a fait son coup d'état là, cet officier de Congo là qui est colonel, que je vais taire le nom, parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui au Congo, il a pris ses photos et les a publiées dans son réseau social. On l'a convoqué à l'état-major, à la DST. C'est quel république ça? Il a mis les photos avec le nouveau, pour montrer juste, bon écoutez, je le connaissais, quand j'étais en Guinée, voilà, on a fait les mêmes centres en Guinée, on s'est croisé 2 ou 3 fois, on a bu une bière, on a discuté, voilà, on a fait des photos. Mais ça cause. Vous voyez que moi-même, ce régime-là est à la trouille de tout. Il a été arrêté pendant. Aujourd'hui, il est chez lui, il travaille. Ce colonel-là a 39 ans seulement. Alors, tous ces arrêtés-là, vous travaillez avec un régime qui met des gens en prison juste pour une photo qu'on a publiée, qui ne concerne même pas le Congo. Alors, je ne sais pas ce que nous allons devenir, je ne sais pas ce que... Mais il faut que les Haïtiens se ressaisissent. En tout cas, les vrais Haïtiens. Il faut que l'âme, il faut que les valeurs des Haïtiens, de l'unité, du travail, se lever par l'effort, ça doit revenir au Congo. S'il doit y avoir un changement au Congo, il faut que les Haïtiens mènent ce changement-là. Parce que c'est les seuls, les mieux préparés, les plus aguerris et les plus patriotes. Quand je dis les vrais Haïtiens, comme le général Moukoko, nous avons été là, les Haïtiens, dans l'histoire du Congo, du début. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire du Congo. Parce que si Moukoko n'était pas candidat, Sassou Nguesso a triché les élections depuis 1997, il n'y avait jamais eu un mouvement au Congo. La première fois que les foules sont sorties au Congo, c'est quand Moukoko s'est engagé en politique en 2016. Ça, vous n'allez pas voir. Ça, il faut que l'histoire reconnaisse aussi. Qu'il a bouleversé l'équilibre, il a vraiment sorti les gens de leur peur.
Non, non. C'est toi qui le dis, peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Qu'est-ce que je peux te dire sur ça? Peut-être que tu as raison. Même ça disparaît. Mais tu retiendras tout ce que je t'ai dit et tu témoigneras pour tes enfants qu'à l'époque, il y avait une école militaire qui avait formé des gens. Et ces gens-là étaient de très bons au départ. Après, ils se sont fait corrompre par l'histoire. De nos jours, les AET de nos jours sont majoritairement des enfants des dignitaires. Oui, ça c'est vrai ce que tu dis. C'est que parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous ces dignitaires du PCT ont beaucoup d'enfants. Et l'école des cadets, c'est devenu un coin pour aller déposer leurs enfants pour qu'ils ne payent plus à manger à la maison. Et on trouve facilement des AET, des dignitaires du PCT qui ont 3 à 4 gosses à l'école des cadets. C'est pas parce qu'ils aiment leurs enfants qu'ils fassent une formation. C'est fou de la formation. C'est juste, moi je pense que juste pour dire à leurs enfants, bon débarras. Ils en ont tellement. J'aurais appris que même Mwamba qui est mort a laissé des enfants là-bas, 2. Vous imaginez, moi si je suis dans le régime du PCT, je dis bien. Si j'étais comme vous, gens du PCT là, avec tout l'argent que vous avez volé au Congo, si moi j'avais volé l'argent au Congo, dignitaire du PCT, je prends l'argent, mes enfants iront dans les grandes écoles européennes. Et je vous dis, je leur vendrai, je leur donnerai de l'argent pour qu'ils aillent dans les grandes écoles, pour qu'ils viennent au Congo avec un vrai savoir, pour qu'ils ne soient pas dépendants de l'argent des gens ou quoi, qu'ils puissent créer des entreprises, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient des modèles, des écrivains, de tout ce qu'il y a de bon dans la société. C'est-à-dire l'argent volé aurait servi à former des cadres. Mes enfants, si j'avais... Mais vous volez de l'argent au Congo, non seulement que vous volez des millions, mais vous êtes incapable de payer même les études de vos enfants. Tellement que vous avez trop d'enfants, vous avez du mal à aller payer les études de vos enfants à l'étranger. Ah non, non, qu'ils fassent seulement les études ici. Ce n'est pas les mêmes. L'éducation coûte cher. L'éducation coûte cher. Si les gens ici en France, les dignitaires de la France ici, voulaient faire comme vous, ils auraient envoyé les enfants dans les écoles de cité. Pour garder là. Mais pourquoi ici les enfants des riches font que des grandes écoles? Parce qu'ils ont les moyens. Et quand vous voyez leurs enfants, ils ne font pas généralement la politique. Ils sont des grands avocats. Ils sont des grands médecins. Ils sont des grands chercheurs. Parce que les parents mettent de l'argent pour que les enfants ne fassent que des grandes études. Mais vous volez l'argent de tout un peuple. Vos enfants finissent à l'école, sont devenus des Anganga à ceci. Pour quelle éducation? L'éducation coûte cher. L'instruction coûte cher. Voler, mais l'argent, quelque part on peut comprendre, pas qu'on peut comprendre, mais au moins c'est un bon héritage pour le Congo. Si vous formez, si vos enfants vont à Harvard, à Yale, à Oxford. Mais aujourd'hui, l'école des cadets n'est plus comme l'école des cadets que j'ai connue. Aujourd'hui, il n'y a même plus la BD, il n'y a même plus la brigade discipline, il n'y a même plus rien là-bas. Donc, c'est juste vous débarrasser de vos enfants pour ne pas leur donner à manger. Mais moi, je pense que moi, j'ai qu'un seul enfant. Mais si j'avais beaucoup d'argent, je mets de côté, certes, mais il faut qu'elle fasse. Si j'ai la chance d'avoir beaucoup d'argent, je miserai à ce qu'elle aille dans les plus grandes écoles de France. Ou si même il faut payer 20 000 € à l'année, je les payerai si j'avais beaucoup d'argent. Je ne permettrai pas que ma fille aille. Moi, j'ai un ami ici musulman qui a 3 filles. Mais il se bat à ce que ses filles aillent dans les écoles privées catholiques. Il dit là-bas, il y a un bon enseignement. Et il est chef d'entreprise ici. Mais le gars, il serre la ceinture, il gagne de l'argent, mais il serre la ceinture pour l'éducation de ses enfants. Il est marocain d'origine. Il m'a dit, Koundé, moi, mes enfants n'iront jamais dans les écoles publiques. Je veux là où il y a l'enseignement, où ces gens-là sortent leur cerveau. Je préfère. Sa femme travaille dur, lui, il travaille dur des heures et des heures, juste pour que ses enfants aient une bonne éducation. Et aujourd'hui, ces enfants sont en train de suivre une bonne éducation. Quand elles auront 23 ans, elles auront fini leurs études avec des bons diplômes,
et seront déjà convoités par des grandes entreprises de la place, et c'est comme ça qu'elles vont évoluer. Mais vous pillez tout un peuple pour faire que des enfants qui n'ont même pas le niveau bac. Alors, et quand on sait que beaucoup d'entre vous sont des AET, c'est quand même triste. Alors, à quoi nous a servi l'école militaire? Vous savez ce que quelqu'un m'a dit? Il m'a dit, les Congolais sont gentils et dociles. Mais méfiez-vous le jour où ils changeront d'avis. Retenez bien, mes chers Haïtiens, parce que ça sera triste de voir des Haïtiens se faire brûler ou lyncher par le peuple congolais. Parce qu'ils ont participé au maintien de la dictature au Congo-Brazzaville. Il m'a dit clairement, un gars qui est avec vous au Congo, là, le Congo, c'est un peuple gentil et docile. Mais, méfiez-vous, le jour où il changera d'avis. Moi, je le dis en tant que Haïti, parce que vous pouvez pas m'enlever ça. Ça, je l'ai mérité. Je suis passé par là. Voilà. J'ai gardé de très bons souvenirs de cette école. J'ai été éduqué par là-bas. Il y a des choses que je fais jamais de la vie parce que je suis Haïti. Je ne ferme pas les bars. Je ne ferme pas les boîtes de nuit. Je ne m'allonge pas par terre. Voilà, je ne vais pas dans les milieux des sans-éduqués. Je ne côtoie pas les drogués, les cupides, les malveillants. J'essaie de garder l'éthique. J'essaie d'être honnête envers les gens de chez moi, envers les gens des gens. J'essaie d'être patriote parce que c'est cette école-là qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. En grande partie. Mais ce qui est de mes frères a été aujourd'hui, et pour ceux qui souhaitent que je verse les larmes pour moi, bah, je ne verserai aucune larme, jamais de la vie. Jamais de la vie. Aucune larme je verserai pour la mort d'un ancien Premier ministre. Vous prenez des gens pour des... Jamais. Ngwabi Yoka, on est en direct, Ngwabi. Qu'est-ce que tu racontes là? Ngwabi Yoka. Tu vois ton nom là? C'est le nom d'un AET. Et tout ce que tu viens écrire sur mon Facebook, c'est ça. Yoka, enlève ça. Voilà ce qui est devenu l'école des Gadets. Donc, mes chers bleus, mes chers anciens, il faut que le Congo continue dans son histoire. Il faut que l'histoire du Congo soit encore marquée, impactée une fois pour toutes par les Haïtiens pour notre bonheur. Ngwabi, ressaisis-toi. Ce que tu écris là, tu t'es trompé de page ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé ou qu'est-ce que tu as bu aujourd'hui. Mais ça ne s'écrit jamais sur un Facebook. Et je ne sais même pas de quoi tu parles. Je finirai par dire que tu cohabites avec le PCT maintenant. Mais possible vu que c'est ton père qui a fait que le PCT vienne au pouvoir. Alors. Mais bon, c'est pour l'amour de Dieu, pour le respect pour ton père, efface un peu ce que tu as écrit là. Ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Donc, je disais, il faut que les Haïtiens rentrent dans l'histoire encore. Moukoko est là, il est encore vivant. Il faut que les Haïtiens fassent le tout qu'ils sortent de prison. Qu'il aille chez lui, même en résidence surveillée. Chez lui à la maison, ça sera déjà un respect pour les Haïtiens. Que Moukoko rentre chez lui à la maison en résidence surveillée. Même ceux qui ont fait le coup d'État en Guinée, là, ils n'ont pas mis le président guinéen en prison. Ils ont mis dans une résidence surveillée. Les Haïtiens doivent exiger
que Moukoko aille chez lui à la maison, et peut-être gardé par des militaires, mais qu'il soit chez lui à la maison. C'est beaucoup plus digne, c'est beaucoup plus humain, et c'est beaucoup plus responsable pour tous. Ce qui se passe là, ce qu'il vit là, nous ne devons pas accepter ça. Moi, je n'accepterai jamais une telle humiliation d'un ancien, surtout de cette trompe-là. Jamais. Si ne vous ressaisissez pas, aujourd'hui c'est comme on dit, on dit, avant que je le mette au cou. Après un moment donné, nous allons casser le système là. Nous allons nous torpiller les uns après les autres. Si Moukoko continue à durer en prison là, nous allons enlever les valeurs des AIT, nous allons rentrer dans la sauvagerie. Nous allons commencer à décrier tout ce qui est mauvais chez les citoyens. On va citer les noms des AIT. On va casser l'unité. On va s'arranger à ce que nous cassons cette unité-là. Nous tombons dans... nous allons commencer nous-mêmes à l'intérieur de s'auto-détruire. Parce que ça, nous n'allons pas accepter ça longtemps. Ça fait 5 ans que cet homme est en prison. Il est gracié. On ne parle même pas de lui. On a mis quelque part comme un vieux voiture qu'on a garé dans un vieux garage. Et tout le monde prend plaisir. Au circuler, circuler, tout va bien. Non. Je dis bien. Si ce cas de Moukoko-là n'est pas, nous ne trouvons pas de solution. Nous allons commencer par détruire votre truc que je vois des AIT, associations des AIT. Nous allons commencer par le détruire de l'intérieur. Parce que nous n'avons pas d'autre choix. Ça, je vous dis clairement, ce n'est pas des menaces. Mais quand je dis ça, je dis pourquoi je vous le dis. Nous allons boycotter vos systèmes, votre association des AIT là, petit à petit. Ça ne tient que par de l'argent, votre association là. Il y a des gens qui sont là, qui ont suffisamment beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer vos noms aujourd'hui, vous avez la chance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je viens en paix. Ça ne tient que par de l'argent. Vous partez là-bas, vous donnez de l'argent à certaines personnes, et les autres ils donnent des miettes à les autres, et puis on fait semblant d'être une association des AIT, quelqu'un malade. Cette association-là, je dis bien, ça sert qu'à enterrer les morts. Ça ne sert pas à faire quoi que ce soit. C'est juste quand un a été mort, on cotise, on va l'enterrer. C'est tout ce que... C'est-à-dire que vous avez créé une association pour enterrer les gens. Quand il est malade, on va voir quelqu'un, tu vas voir quelqu'un, tu vas donner de l'argent pour qu'on lui fasse des piqûres au CHU, mais le CHU n'a pas de médicaments, n'a rien, donc la personne finit toujours par mourir. Ah, mais les AIT ont donné de l'argent à l'ancien qui était malade. Ce scénario-là, c'est du bricolage. C'est du rafistolage, ça. Humain. Si nous ne trouvons pas une solution pour Moukoko, parce que ces hommes politiques-là, ils ne sont pas fiables, c'est les mêmes qui ont fait que Moukoko soit en prison. Et comme nous les AIT, nous devons le sortir de prison. Souré est mort en prison, Moukoko ne mourra pas en prison. Maintenant, comme ça fait 5 ans que nous attendons que vous ne bougez pas, nous qui sommes à l'étranger, là, on est nombreux, les AIT à l'étranger. Nous allons commencer à torpiller cette association-là de l'intérieur. Nous allons mettre toute notre énergie, toute notre intelligence, toute notre disponibilité pour que ça soit détruit. Je préfère ne plus entendre parler de cette association des AIT, que nous soyons comme ça. Bon, on s'est vu à un moment donné à l'école militaire, on a mangé ensemble, on a pleuré ensemble, et puis voilà, chacun est parti. Que de faire semblant qu'il y a une association des AIT, ça résout rien du tout. Du moment que nous avons perdu beaucoup des AIT, et beaucoup, je peux citer beaucoup des AIT, pour vous montrer, depuis ici, je suis bien informé. Je peux citer beaucoup des AIT qui sont en prison, qui ont été en prison, et que les AIT n'ont rien fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en prison. Vous lui envoyez la télé, ou vous lui envoyez à manger. Si vous avez réglé son problème. Les gens en prison doivent sortir. Démerdez-vous que ces gens-là sortent de prison. Tous ces AIT-là doivent sortir de prison. Depuis quand les civils montent sur les AIT. Mais toute chose, tous les hommes forts ont des origines solides. Si vous voyez la dame d'Angleterre, mais ses ancêtres, c'était des braves gens.
Tous ceux qui viennent généralement des braves, ils tirent de ça, de leurs origines. Shaka Zulu était né d'un roi. Voilà pourquoi il avait cette force-là de créer le royaume Zulu. De Gaulle était né d'une bonne famille. Voilà pourquoi il a pris la décision de ne pas se soumettre aux nazis. Nous venons d'une grande école, on ne peut pas se soumettre bêtement. Nous avons une bonne origine. École militaire préparatoire du général Leclerc. On est rentré là-bas à 10 ans, 11 ans pour certains. C'est ça nos origines solides. Nous ne devons pas les bafouer, les monnayer pour de l'argent. Macron n'est pas sorti des faubourgs. Il est sorti d'une bonne famille. C'est du bon son. Voilà pourquoi il est arrivé au sommet. Dans toute chose, c'est important, les origines. Quand vous avez grandi dans un milieu où les valeurs étaient fortes, généralement, on finit par... On progresse souvent. Quand vous prenez un enfant qui est né dans... ou qui a grandi dans un bordel, il finit par être comment on appelle là, proxénète lui-même. Parce que les choses basses meurent souvent de leur propre. Nous venons des... Même si pour certains qui viennent là, comme par exemple, mais l'école des cas de vue que nous venons là jeunes, c'est ça qui nous donne des valeurs fortes, qui doivent nous emmener à ne pas accepter n'importe quoi. Mais ce qu'on voit là, c'est comme si... Mais c'est comme si des gens qui n'ont jamais eu des valeurs. Vous avez gardé ces valeurs-là. Vous avez été propre matin, midi et soir. Vous avez couru chaque matin. Des kilomètres, on courait chaque matin. On nous réveillait à 5 heures pour faire du footing chaque matin. On courait. Avec le fouet derrière, tu devais tenir. Tu fais 1m30 avec 50 km. Tu cours. On faisait des marches de 50 km avec un sac au dos, un PMACA. Tu as à peine 14 ans, tu souffres de tout ça. On te tapait en plus sous le soleil, on te grillait souvent de ceci. Et à la fin, toute cette formation qu'on t'a inculquée là, toute la force que tu as mis mentale, physique, que tu as mis pour surmonter ces épreuves-là, tu viens les monnayer pour 500 € par mois. Vous venez monnayer toute cette énergie positive. C'est cette intelligence que vous avez eue vous-même par la bibliothèque, par tout ce qu'on vous a donné. Pour 500 € à la fin du mois, on vous donne 500 €, 800 € à la fin du mois, tu es content. Donc tout ce que tu as fait là, l'école militaire, l'académie française, Saint-Cyr, tout ce qu'on t'a donné là, tu vas le monnayer pour 500 € par mois. Alors, donc, tout ce qui est... Donc, à quoi bon a servi tout ce que tu as fait? Tu as fait toute cette énergie, tout ce travail mental, physique, pour aboutir, pour aller te monnayer à ça. Vous voyez, dans la vie, une belle femme, qui a tout, une belle femme, une jolie femme qui pense... Mais le jour qu'elle va commencer à accepter de monnayer son corps à 20 €, elle aura du mal plus tard à le vendre à 500 €. Il y a des femmes qui sont moches, qui se prostituent. Elle n'est pas vraiment belle. Mais son tarif là, c'est 200 €. Quand tu viens avec 150 €, elle te dit non. Quand tu insistes, elle te dit non. À la fin, tu dis, elle doit être bonne celle-là. Je vais aller chercher les 50 € pour compléter. Il faut que moi je sache ce qu'elle a. Il faut toujours se vendre cher dans la vie. Il faut parfois se dire, je préfère être comme ça que de monnayer ça à ce prix-là. Tout ce que j'ai appris mon intelligence, je ne peux pas le monnayer à 800 € par mois. Je peux le monnayer à 800 € par mois si je vivais dans une république où le président avait un salaire, le ministre avait un salaire, le député avait un salaire. Non, au Congo, il n'y en a pas. On ne sait pas combien gagne M. Sassou Nguesso, on ne sait pas combien gagne un premier ministre au Congo. Ils se servent de la caisse d'État comme c'est leur argent. On met 1 million de la caisse d'État, ça veille d'abord dans leur poche. Ils n'ont pas de bulletin de paye, ces gens-là. Et toi, tu es officier. Tu es censé pister tout le monde. Tu es censé savoir comment les opposants s'organisent. Tu es censé tuer les gens. Tu es censé calmer le peuple avant que le peuple ne fasse... Tu viens matraquer. Tu fais le sergent Madamine pour ton peuple.
Et à la fin du mois, ton salaire, c'est 800 €. Je ne sais pas 800 € combien ça fait en CFA. Et tu es content. 800 € pour tout ton parcours. Et tu es content. Parce que tu loues ta maison à 150 €. Tu arrives à donner 50 € à ta maman. Tu arrives à avoir 3 femmes, 4. Vous voyez? Demain, si ça change, les gens auront du mal à vous donner même, de vous ajouter même une prime de 100 € sur votre tarif. Parce que vous êtes tellement vendu moins cher qu'à la fin, vous n'avez plus de valeur. Parce que la connaissance, ça se vend cher dans le marché. Si vous avez l'habitude de côtoyer des filles vulgaires, légères, qu'on croise ici, vous aurez du mal à convaincre une femme intelligente. Belle, intelligente. C'est comme ça la vie. Si vous les avez été, vous vendez moins cher. Demain, l'histoire vous vendra moins cher. Demain, l'histoire du Congo vous vendra moins cher. Mon coco, là où il est là, il a mis la barre haute. Ça rachète les Haïtiens. Nous devons profiter pour lever notre honneur grâce au général Moukoko. Lui, il a sauvé beaucoup de gens dans sa vie. Même s'il meurt en prison, moi, j'ai des gens qui vont témoigner pour lui. Grâce au général Moukoko, nous, on a été sauvés. Lui, nous n'allons jamais effacer son nom sur l'histoire du Congo. Il est rentré dans la grande porte de l'histoire du Congo. Ah oui, nous pouvons dire ce que vous voulez. Oh, il n'a pas fait de coup d'État. Un général n'est pas là pour faire des coups d'État. Voilà. Oh, mais il a laissé ça. Non, il a travaillé avec Sassou. Non, il n'a pas travaillé avec Sassou Nguesso. Il a étudié, il travaillait pour son pays. Il n'a jamais participé à vos guerres. Il n'a jamais pris parti dans les guerres de 97, machin. Il n'a pas le sang dans les mains. Il a été en mission en Centrafrique, de l'Union africaine. Il n'a jamais été mouillé. On n'a jamais vu Moukoko avec les tenues de combat sur les terrains de guerre. Jamais. Il était pour lui en exil. Pendant que vous vous entretuez, il avait lavé les mains. Il ne s'est pas mêlé là-dedans. Il a regardé de loin. Il est venu au Congo pour qu'il puisse rassembler tout ça. Mais il a dit dans ses discours, il vous a donné le témoignage du président Sassou Nguesso, comment il se combat. Un président paresseux, cupide, il a tout dit. Nous l'avons suivi, nous l'avons voté. Mais à la fin, au lieu que nous accompagnions notre vote par une révolte populaire, vous l'avez laissé tomber. Parce que il a été trahi par des Haïtiens, par des politiques, par tout le monde. Mais demain, nous donnerons raison. Vous savez, Jésus, c'était pareil aussi. Vous lisez la Bible, moi je ne crois pas. Mais Jésus, les gens l'ont craché dessus. Jésus, quand on l'a arrêté là, jusqu'à Golgotha, il a souffert. Il y a eu des insultes. Le fait que même le peuple l'a monnaie contre le Barabbas. Entre Barabbas et Jésus, vous voulez qui? Je ne crois pas à ce genre d'histoire, mais c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on dit que la lecture, elle est bonne dans la vie. Quand on lit, on apprend beaucoup de choses. Moi, je lis la Bible pour apprendre aussi. Une autre façon que le peuple peut se tromper. La Bible, c'est un livre merveilleux. Qui voulez-vous libérer? Barabbas ou Jésus? Le peuple a voté Barabbas. Non, Barabbas, Jésus, non. Aujourd'hui, qui est connu, qui est plus connu entre Barabbas et Jésus? Lui qui a été libéré pratiquement, on les cite seulement comme ça, vite fait. Mais Jésus, ça fait 2000 ans que son nom nous hante tous. Ça a traversé les frontières. Moukoko, c'est pareil que vous allez faire. Les gens, ils vont finir un jour, même moi, on va témoigner, oui. En effet, c'est grâce à Moukoko que nous avons la conférence nationale. C'est vrai. C'est grâce à Moukoko que les élections sont bien passées au Congo en 92, quand les Souba a gagné. C'est vrai, c'était un chef d'état-major qui a révolutionné l'armée. C'est vrai que c'était un bon officier. Nous dirons ça un jour. Oui, oui, c'est vrai, c'est le premier homme du Nord qui a été voté par toutes les régions du Congo. Vous allez connaître toutes ces qualités bien après. Et à ce moment-là, quand nous connaissons ces qualités-là, nous serons encore au fin fond de la Bible. Vous savez, la bataille, on la gagne quand on progresse. Moi, je n'ai jamais pensé que Haïti, c'est le premier État noir. Hein. Moi, je pense que Haïti a fait une mauvaise lecture de la liberté. Parce que si Haïti avait fait une bonne lecture de la liberté,
ils ne seraient pas là où ils sont. Haïti, c'est un échec pour les Noirs. Il faut vous dire la vérité. Il faut faire une bonne lecture des choses. Il faut faire une bonne lecture des choses pour que demain soit meilleur. Il ne faut jamais faire les choses à la hâte. Il faut bien les poser, enlever tous les préjugés et taper fort. Il faut, c'est ce que les gens disent dans le pool d'Imitila. Il faut parfois se concentrer et dire, bon, ok, ça, il est con, ça, mais l'essentiel est là. Nous allons aller là. Et aujourd'hui, les Haïtiens doivent faire ça. Il faut que nous ayons à l'essentiel. La libération du général Moukoko qui rentre à la maison. Même en résidence surveillée, nous sommes preneurs. Mais à la maison d'arrêt là, avec les odeurs, les moustiques, les cafards, ça fait 5 ans. Je ne suis pas d'accord. Vous allez vous réunir là-bas dans votre session des Haïtiens là. Je ne suis pas d'accord. Et la prochaine fois que j'entendrai encore que mon nom est sorti encore là-bas, là, je vais commencer par vous nuire. Vous verrez. Donc j'espère que tous les Haïtiens, les anciens, les bleus, nous devons être des républicains, des patriotes, parce que nous devons ça au peuple congolais. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Nous devons ça au peuple congolais. C'est l'argent des contribuables congolais qui nous a nourris, qui nous a habillés, qui nous a soignés, qui nous a donné l'éducation que nous avons, de base. C'est l'argent des Congolais, de tous les Congolais, des travailleurs congolais, des paysans congolais, qui a fait que nous puissions manger matin, midi et soir, prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner le soir. C'est cet argent-là qui nous a permis de ne pas mourir de palu, de ne pas mourir qu'on se blesse, qu'on soit soigné. C'est l'argent des Congolais. Ce n'est pas l'argent d'un président de la République, c'est l'argent des contribuables congolais qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas nos parents qui ont payé. Moi, mon père n'a jamais payé même une seule assurance de l'école des cadets. On n'a jamais demandé à un parent de payer même l'assurance ou même les chaussures de son enfant. Jamais. On est rentré à l'école des cadets nus comme des vers. On nous a habillés là-bas. On nous a éduqués là-bas. On nous a tout donné là-bas. Et nous ne devons pas monnayer cette richesse-là pour de l'argent. Ça ne vaut pas le coup. La dignité ne se vend jamais. Quand un peuple vend sa dignité, ce n'est plus un peuple. Quand un homme vend sa dignité, ce n'est plus un homme. Mais ça, vous comprenez ça plus tard, quand vous serez bien vieux. Parce que pour le moment, vous êtes un peu dans l'euphorie du pouvoir. Vous comprenez? Quoi? Je voulais finir. Que penses-tu de l'unité du Sud, Congo? Cédric, toi, l'unité du Sud, Congo, tu veux que je pense quoi là-dedans? Je parle des Haïtiens, tu m'emmènes à l'unité du Sud, Congo. C'est ce que je dis. Regarde ce qui se passe, c'est honteux pour ces gens-là. Moi, je ne participe pas à ce genre de choses, mais bon. C'est honteux déjà quand je vois les gens insulter Nitou. Nitou qui est lui-même, les gens du sud du Congo, je ne sais pas où là, qui insultaient Nitou pendant que Nitou lui-même est du sud du Congo. C'est ce que je disais au départ, que parfois le mal, ceux qui pensent que si on prend tous les gens du sud, ça sera tranquille, ils font fausse route. Tous ceux qui pensent que si on prend les gens du Nord et ils font leur république, ils seront calmes. Ils font tout une erreur. Parce que la guerre du Congo a créé beaucoup de déséquilibres au Congo. Il y a beaucoup de déséquilibres. Il y a beaucoup de gens qui confondent la haine et la politique. Il y a beaucoup de gens qui confondent la haine, le tribalisme et la nation. Il y a beaucoup de gens qui confondent la république et le village. Donc, ce genre de termes sud Congo, machin, je ne suis pas dedans, je ne serai jamais dedans. Je suis un républicain, je suis un patriote congolais, de père et de mère, souche, naturelle, métier séculaire. Donc, je ne participe pas ni aujourd'hui ni demain à ce genre de conversation, à des genres d'unité. Je suis congolais, je reste congolais. Et c'est ce que je vais transmettre à ma fille, je lui dirai qu'il ne soit pas fier du Congo de maintenant. Parce que je ne souhaite pas que ma fille puisse être fière d'être congolaise maintenant, parce que c'est une honte aujourd'hui. Mais je lui glisserai ça sur quand je serai bien vieux, je lui écrirai un petit mot que je viens de là. Mes origines sont comme ça. Mais pour le moment, au moment où je fais mon direct, j'aimerais que ma fille soit française.
parce qu'elle aura plus de valeurs avec cette nationalité que de laisser trimballer encore. Elle est déjà, il y a déjà une crise d'identité en Europe, alors si je lui mets encore des convictions d'un pays primitif, c'est lui ajouter encore une double peine. Donc à ma fille, avec sa peau claire, je lui dirais, tu es française. Moi, je lui dirais, ne t'occupe pas de moi, mais tu es française. Vis comme les Français, va à l'école comme les Français, applique la loi des Français, respecte la loi des Français. Tu seras mieux respecté dans le monde que d'aller prendre une nation qui ne respecte même pas la constitution de son pays. Donc l'unité du Sud du Congo, mon frère, ce que tu as posé comme question, ça se retrouve dans les insultes qui se passent actuellement à la place de Paris, où il y a un Bokilo qui a publié une conversion de Nitou, et les autres de ses amis du Sud du Congo, au lieu de se réunir pour le protéger, ils l'ont livré en pâture. Ben voilà. C'est ça l'unité du Sud du Congo. Si vous pensez à réfléchir comme ça, ceux qui réfléchissent ça, c'est ces architectes de ce Sud-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le jeu. C'est triste. Moi, je suis congolais et j'aime mon pays. C'est-à-dire, j'aime les origines que j'ai appris là-bas. J'ai beaucoup de souvenirs, des bons souvenirs pour mes grands-parents qui n'étaient pas tribalistes, qui m'ont jamais parlé. Ah, il y a des nordistes, il y a des ceci. Non, mes grands-parents étaient congolais. Ils aimaient le Congo. Ma mère, mes parents qui m'ont mis au monde étaient congolais. Mon père ne m'a jamais dit, ah, là-bas, c'est les nordistes. D'abord, mon père avait beaucoup d'amis à Talangaï là-bas. Il avait même des copines là-bas à Talangaï. Donc, je n'ai pas, à aucun moment de ma vie, je te dis, je n'ai jamais subi le tribalisme dans ma peau. Au Congo, quand j'étais là-bas, quand j'ai grandi là-bas, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école militaire, je n'ai pas senti ça. Donc, je peux m'accaparer des philosophies. Moi, je dis des choses qui m'ont imprégné. Je témoigne de ma vie à moi. Je ne prends pas la vie des gens pour mettre dans ma tête. Moi, je ne suis pas né frustré. Je suis né dans un milieu épanoui. Et je me suis épanoui et je continue à m'épanouir. Voilà pourquoi je suis bien en France. Parce qu'un homme intelligent s'adapte. Je me suis bien adapté en France. J'ai beaucoup d'amis français. J'ai beaucoup d'amis étrangers. Alors, pourquoi je vais aller m'ajouter des choses? J'ai déjà suffisamment de problèmes avec mon pays. J'ai encore ajouté d'autres clivages dans ma tête qui vont me faire mal à la tête. Non. Je suis congolais, malheureusement. C'est là-bas que je viens. Père et mère congolais, arrière-grand-père congolais. Je n'ai pas d'autre choix. J'aime ce pays-là parce que c'est un beau territoire. Au-delà des politiques qui sont mauvaises, ou des hommes politiques qui sont mauvais, c'est un beau pays qui a le deuxième plus grand fleuve au monde, qui a la deuxième plus grande forêt équatoriale au monde, qui a le quatrième producteur de pétrole en Afrique, qui a beaucoup de fleuves dans toutes les régions, qui a beaucoup de poissons, beaucoup d'animaux, une faune et une flore incroyable, mais malheureusement, on n'a pas les hommes qui vont avec, les hommes politiques qui vont avec, donc on est obligé de subir. Mais bon, comme on dit, la foi déplace les montagnes. Moi, j'ai la foi que demain, nous aurons la chance d'avoir un Congolais au sommet de l'État qui a l'amour pour ce pays, qui ne vendra pas ce pays-là, qui acceptera de gagner 1 000 euros, un président du Congo qui acceptera de gagner 1 000 euros de toute transparence et qui gérera ce pays-là tranquillement dans le droit chemin. Pas ceux-là. Ceux-là, c'est des vendus. Ils ont déjà créé une classe politique qui est déjà vendue. Nous gagnerons rien avec eux. Mais j'ai encore un peu d'espoir de dire que demain, il y aura un homme, il y aura peut-être Moukoko. Parce que il ne faut pas enterrer les gens. Vous avez en Tunisie, là, il y a un vieux qui commande là-bas qui a 80 ans. Il a été beaucoup écarté de beaucoup de régimes malmenés, mais aujourd'hui, il est président. Il y a beaucoup de pays où des gens, Boudiaf, celui qu'on a tué en Algérie, l'ancien président, il était en exil au Maroc pendant longtemps. C'est eux qui ont fait la révolution, c'est eux qui sont les pères de l'indépendance de l'Algérie. Mais à un moment donné, il a fini sa vie en exil. Il a mis du temps au Maroc en exil. Mais quand l'Algérie tombe en faillite, on allait le chercher. On a dit, Boudiaf, il n'y a que toi qui peux régler ce pays-là. Mais Boudiaf est revenu. Il a voulu mettre l'Algérie dans le bon chemin. Ils l'ont tiré par le dos. Mais qui salue Boudiaf? Boudiaf, c'est tous les Algériens qui l'aiment. Allez en Algérie, demandez le président Boudiaf qu'on a tué là. Il vous dira que c'est un homme bien, un homme droit. Voilà ce que l'histoire retient des gens.
Les vrais gens ne meurent jamais. Qui parle de Mobutu en bien? Il est mort. Son nom, c'est une honte aujourd'hui. Donc, tous ces gens mal, les gens comme le président Sassou, là, quand il mourra là, ça sera une honte pour les gens. On n'en parlera pas. On mettra de l'autre côté, ah, mais ces gens-là, qui parlent des rois africains qui vendaient les autres, qui en parle? C'est pour ça peut-être qu'on parle plus de l'esclavage. C'est pour ça les rois ceux qui étaient rois à l'époque de l'esclavage, on ne les connaît pas vraiment. Parce que c'était des vendus. Les vendus, on les oublie beaucoup. Hein. Voilà, dites-moi un roi au Congo, hormis ceux qu'on a bousillés de Mbanza Congo là, mais tous ces rois-là, on en parle juste simplement. Mais comme l'esclavage était à l'époque au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, tous ces rois du 17e siècle, on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas rentrés suffisamment dans l'histoire. C'était des vendus. Ils acceptaient l'esclavage. Dans toutes les sociétés au monde, quand un homme abuse de sa fille, on ne l'apprécie pas. Dans toutes les sociétés du monde, comme un homme vend son frère ou sa mère ou un membre de sa famille, on ne le respecte pas. Dans toutes les sociétés au monde. Quand tu trahis ton peuple, on ne te respecte pas. Ce que les gens du PCT là font, à l'étranger, on ne les respecte pas. Moi, je n'ai jamais vu un homme dans tous les pays. Je dis bien un homme, un président dans tout. Je n'ai jamais croisé quelqu'un au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, même ici en France, me dire, vous avez un beau président. Ah, votre président, il est intelligent. Votre président, c'est... Non, tout le monde parle que du mal de lui. C'est ça. Donc, à quoi bon? Tout ce qu'il fait, des voyages, c'est vide, c'est l'ennui. Aucun homme ne dira... Regardez le Kwame Nkrumah. Tout le monde, Kwame Nkrumah à gauche, à droite, Lumumba, regardez. On est fiers de se faire appeler Lumbumbiste. Mais personne. Je n'ai jamais vu. Moi, je bouge beaucoup. Je n'ai jamais vu un coin où je me suis posé. J'ai eu des éloges de M. Sassou Nguesso. Jamais. Vous voyez? Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses. Ce n'est pas l'argent qui les règle. Il y a des choses, ce n'est pas la brutalité qui règle des choses. Il y a des choses, ce n'est pas en ayant beaucoup d'argent, en pillant. Quand tu pilles tes semblables tu n'auras pas. C'est pour ça les gens qui vendent la drogue, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont toujours pourchassés. Parce que c'est l'argent sale. Ça ne rentre pas dans la logique des humains. Dites-moi un pays, même en Colombie, dites-moi un pays où il y a des narcotrafiquants qui sont au pouvoir. On les utilise, on prend leur argent, on les utilise et puis on les met en prison. El Chapo, il a beaucoup fait du mal au Mexique. Il est où? En prison. Tout l'argent qu'il a gagné, il a des milliards, c'est parti où? C'est d'autres personnes qui en profitent. La finition, c'est ça. Parce qu'il y a des codes dans la vie des êtres humains qu'on ne peut pas monnayer. C'est des codes des faibles. S'attaquer à un homme plus faible que toi, s'attaquer à un handicapé, c'est quelque chose de faible. S'attaquer à quelqu'un de plus petit que toi, c'est quelque chose que même dans les prisons qu'on n'accepte pas. Tu peux aller en prison où on a mis des sauvages, des gens qui braquent des banques, des gens qui font n'importe. Mais dès que tu rentres en prison, on apprend que tu es un pédophile, ça irrite tout le monde. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses que l'humain n'accepte pas, quelle que soit sa vulgarité, il n'acceptera pas. Il y a des codes. Ce que les Sassou font, piller le pays, mettre les gens en prison, leurs semblables en prison, piller leurs semblables, se comporter comme si faire plaisir à des étrangers qui viennent chez eux, donner tout l'argent de leur pays à des étrangers. Ils reprennent, après ils se moquent d'eux. C'est eux les plus grands perdants de l'histoire. C'est eux qui passent à côté de l'histoire, pas les autres. Donc voilà. Bon, les gars, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je répète bien que si les Haïtiens ne seront... Pour le résumer, il faut que les Haïtiens sortent mon coco de prison. Il faut que votre lobby, là, si votre lobby est fort, là, les Haïtiens là, est forte, mettez mon coco en résidence surveillée. On en a marre de voir le général Moukoko à la maison d'arrêt. Ça fait 5 ans. C'est trop. Ça fait 5 ans. Il est âgé. Il doit rentrer chez lui à la maison. Sa mère est morte. Vous n'avez pas pu le sortir de prison pendant intéressant. Sa mère, il doit maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Bindika Charlem, Anissé, matricule 2101, va militer
pour la sortie de Moukoko et de tous les Haïtiens qui sont en prison. Nous allons, je dis bien, nous allons torpiller cette association de l'intérieur si elle ne se bouge pas. Je vais m'avoir tous vos dossiers et je les publierai chaque jour dans les réseaux sociaux. Donc, je vais infiltrer votre société. Si vous mettez de l'argent, on en mettra nous aussi pour avoir tous les éléments possibles et les publier. Et chaque jour, vous aurez des scandales. Donc, ce que nous allons faire, c'est que rassemblez-vous, tous les anciens là, rassemblez-vous, trouvez une solution que ce général-là rentre chez lui à la maison. Même en résidence surveillée, pour le monde accepte. Mais il faut que le général Moukoko rentre chez lui à la maison. C'est la dignité d'un homme, c'est le patriotisme d'un homme, c'est la grandeur d'un homme et c'est le respect que nous devons à ce général-là qui nous a servi, qui nous a montré le bon chemin, qui est exemplaire. Donc nous allons nous demander aujourd'hui, par ma voix, tous ceux qui soutiennent le général Moukoko, les Haïtiens, par ma voix, trouver une solution. Edgar Nguesso, c'est un Haïti. Christelle Sassou Nguesso, c'est un Haïti. Mondio, c'est un Haïti. Ayo, c'est un Haïti. King Obami, tout, c'est un Haïti. Ils sont nombreux là-bas. Trouvez une solution, sortez ce général-là. Si vous ne le sortez pas, ben nous n'avons pas d'autre choix. Nous allons vous détruire cette association. Nous allons aller en individuel. Une fois que nous allons détruire l'intérieur de cette association, et nous allons nous faire la chasse entre nous, moi, je n'ai plus rien à gagner, moi. Moi, j'ai qu'un enfant. Il est blanc. Même si je meurs aujourd'hui, mon enfant aura toujours une belle vie. Je pense parce que ses origines de ce côté, sa mère, là, c'est des gens très bien. Mais vous, vous allez perdre beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Donc, si vous arrive malheur, c'est beaucoup de gens qui vont perdre derrière vous. Qu'on ne perd n'a rien. Je n'ai rien, moi. J'ai choisi la bonne femme pour la faire. J'ai pris celle qui a étudié, celle qui a les moyens, et j'ai bombardé mon enfant là. Moi, je peux mourir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai suffisamment vécu pour un Congolais, j'ai suffisamment vécu. À mon âge, je ne regrette rien si je meurs. Je n'ai plus rien à gagner, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. J'ai vécu. Mais aujourd'hui, il faut que le général Moukoko sorte. On n'a pas d'autre choix. Parce que c'est le Congo de tout le monde. Ce n'est pas le Congo d'une minorité qui se goinfre de la richesse du pays. Non. Il faut qu'il rentre à la maison. Et si vous réussissez ça, nous serons fiers d'être Haïti à nouveau. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je souhaite beaucoup de courage aux Congolais, beaucoup de valeur aux Congolais. Aimons notre pays. C'est par l'amour que nous allons changer les choses dans notre pays. C'est par l'amour véritable du Congo que nous changerons ce pays-là. Rien que par l'amour. En levant un peu notre mentalité de vouloir toujours dominer l'autre, de vouloir être au-dessus des autres, de vouloir paraître même quand on est vide, de pouvoir dire des méchancetés même quand on sait que ça n'apporte rien, de pouvoir toujours faire du mal à nos semblables, de pouvoir toujours abuser des nôtres. Restons des êtres humains. L'être humain, c'est celui qui tend la main. C'est celui qui aide. C'est celui qui dit des bons mots aux autres. C'est celui qui est rassembleur. C'est celui qui est progressiste. C'est celui qui va dans le sens de l'évolution. Soyons des gens bien. C'est bien d'être quelqu'un de bien. On est beaucoup plus à l'aise, on dort bien et on se repose mieux. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. D'être quelqu'un de bien. Ce n'est pas facile, mais en général, c'est ce que je fais. J'aime mon pays et j'essaie de donner mon énergie, ma force, ma petite intelligence pour que ce pays-là change. Sans que j'espère être quelqu'un, juste que ce soit une république respectée et respectable. C'est tout ce qu'on veut. Le reste, du moment qu'il y a la paix, la démocratie, la transparence, l'unité nationale, nous, ça nous va. Moi, ça me va particulièrement parce que le Congo, c'est tout ce que j'ai. Donc, mes chers amis, beaucoup de bonnes choses à vous. Soyez des gens bien. Et voilà, changeons ce pays-là par l'amour et non par la violence. Merci aux Haïtiens qui sont
progressistes, ceux qui soutiennent le général Mokoko, ceux qui se battent matin, midi et soir pour que ce pays-là aille de l'avant. Maintenant, pour ceux qui vendent leur image ou leur intelligence au profit du mal, c'est l'histoire qui le dira, c'est l'histoire qui notera, c'est l'histoire qui retiendra leur nom. Mais moi, j'essaie de faire de mon mieux pour que tout le monde, pour que mon pays soit bien. Voilà. Donc, un bon week-end à tous. Je vous embrasse tous. Ciao. Partagez le direct.